Vous vous demandez comment certaines personnes arrivent à rester inspirées des années durant, à créer, à travailler, à avancer sans s'épuiser, sans perdre le feu intérieur. Bonjour Alexandre Astier. Bonjour. Bienvenue déjà. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de pouvoir te recevoir aujourd'hui. On va évoquer plein de choses ensemble. On ne te présente plus, mais quand même, Mais quand même si. Mais quand même. Non, mais c'est bien de le rappeler éventuellement pour certains. T'es scénariste, t'es réalisateur, t'es acteur, t'es compositeur et tant d'autres casquettes, tant d'autres rôles dans plein de projets différents. Tu as multiplié les créations ces dernières années, au théâtre notamment avec l'Exoconférence, dans l'animation notamment avec Astérix et Obélix. Mais tu es évidemment connu pour une série devenue culte. On parle évidemment de Kaamelott. On connaît tous Alexandre Astier, créatif, productif, authentique et d'une exigence presque déraisonnable. Depuis plus de 20 ans, il porte Kaamelott à bout de bras. Il écrit, il réalise, il joue, il compose, il monte, et malgré tout ça, il ne semble jamais s'essouffler. Pendant que beaucoup peinent à finir un projet sans se vider, lui continue, pas en forçant, pas en suivant une méthode miracle, mais avec une intensité, une cohérence et une passion qu'on ne comprend pas toujours tout à fait. Alors quel est le moteur invisible qui lui permet de tenir aussi longtemps sans s'éteindre ? Qu'est-ce qu'il a compris qu'on n'a pas encore vu ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo, où vous allez comprendre d'où vient la vraie motivation, celle qui vous fait tenir des années, même quand vous êtes lent, fatigué ou perfectionniste. Et non, je vais pas vous dire de la remplacer par la discipline comme tous les clones de YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui veulent accéder rapidement à ces informations, j'ai préparé le résumé synthétique de toute cette analyse avec les schémas et toutes les sources scientifiques. C'est un document exclusif à télécharger gratuitement, le lien est juste en description. Vous allez voir pourquoi la productivité ne dépend d'aucune technique, d'aucun système, mais d'un levier bien plus profond, la façon dont vous êtes relié à ce que vous faites, et comment cette connexion intérieure transforme la qualité de tout ce que vous produisez. Et surtout, on va voir quand est-ce qu'on passe d'un travail qu'on trouve pénible à la joie de créer. Parce que, soyons honnêtes, on vit à une époque où tout le monde se sent pressé d'être plus productif. On court derrière des objectifs qu'on n'a pas toujours choisis, on mesure notre valeur à ce qu'on accomplit, mais plus souvent encore à ce qu'on n'a pas encore fait. Et à force de vouloir produire plus, on oublie parfois pourquoi on crée. On perd le sens, l'envie s'épuise et la flamme s'étouffe sous le poids des « il faut que ». À l'occasion de la sortie du dernier volet de Kaamelott, j'ai revu certaines interviews d'Alexandre Astier et il y a un extrait qui m'a particulièrement frappé. Forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont très très attachées à ton travail. Là, on parle évidemment de Kaamelott, mais ça vaut pour tout un tas de projets. Cette attente-là, est-ce qu'elle pèse d'une certaine façon sur ton travail ? Comment est-ce que tu le ressens ? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses ? Je pense que j'ai le réflexe, je ne sais pas si c'est un bon réflexe ou un mauvais, mais j'ai le réflexe de me dire que là où on m'attend, c'est pas là où il faut que j'aille. C'est très très dangereux d'être attendu. C'est un privilège. Quand déjà faire une saga qui dure sur plus de 20 ans, c'en est un. Être attendu par des gens qui en espèrent beaucoup, c'en est un autre. Cependant, moi, mon boulot, c'est pas de faire ce qu'on attend de moi. Au contraire, c'est d'être là où il y a que moi qui peux aller, presque. Donc, c'est une présence. Je sais que les gens, certaines personnes attendent ce que je fais, mais j'ai tellement conscience que je dois me concentrer sur faire ce que je dois faire, que c'est très important que ça ne joue pas, que ça n'influe pas sur ce que je fabrique. Donc. Et si la vraie productivité ne se mesurait pas au nombre de choses produites, mais à la justesse de celle-ci ? Comme en musique, car tout le monde se souvient de Mozart, mais personne ne connaît George Philipp Telemann. Pourtant, ce dernier a une œuvre bien plus vaste que le GOAT du classique. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on clarifie quelque chose. Parce que le mot productivité a tellement été détourné qu'il en a perdu son âme. Dans la société postmoderne, être productif, c'est produire plus vite, plus souvent, des biens, des services, des résultats mesurables. On parle d'indicateurs de rendement, de performance. Mais si on s'en tient à cette définition, alors nous ne sommes rien d'autre que des machines humaines, des rouages d'un système qui confond activité et création. Et à ce jeu-là, soyons honnêtes, la machine elle gagnera toujours. Et attention, mon intention ici, ça n'est pas de dénigrer le fait de produire plus vite ou plus souvent. Cette dynamique, elle a permis à l'humanité de progresser, de réduire les coûts, d'améliorer le confort et de satisfaire de grandes demandes. Et ça permet de générer des économies d'échelle dont nous profitons tous. C'est une forme de productivité utile et nécessaire. Mais peut-être que l'avènement de l'IA marque justement une bascule. Elle pourrait nous libérer de cette part purement matérielle pour nous permettre de nous recentrer sur ce que la machine ne peut pas faire, c'est-à-dire la part spirituelle, celle qui a du sens et qui élève. Car l'intelligence artificielle sera toujours plus rapide, plus précise, plus efficace, mais jamais plus vivante. Et ça n'est pas du tout la même chose. Créer, ça n'est pas additionner des données. C'est matérialiser une conscience. C'est transformer une expérience intérieure en une forme extérieure. C'est traduire une vibration en matière.
Oui, alors je sais que certains vont rétorquer que l'intelligence artificielle devient de plus en plus consciente. Mais consciente de quoi exactement ? Parce que la machine, elle se réveille pas le matin avec une idée, une peur ou un rêve. Elle ne s'émerveille pas devant un coucher de soleil. Elle ne ressent pas la beauté d'une chanson qu'elle vient pourtant de composer. Elle calcule, elle observe, elle prédit, mais elle ne vit rien. La conscience, ça n'est pas de traiter des données, c'est le fait d'être traversé par quelque chose de vivant. C'est ce regard intérieur qui sait qu'il existe, même sans raison. Et ça, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, aucune IA ne peut le reproduire. La machine, elle peut dire jeu, mais il y a personne derrière ce jeu. Seulement une structure vide, un miroir qui imite nos nuances. Elle peut imiter l'émotion, mais pas la ressentir. Elle peut écrire un poème, mais pas en pleurer de vérité. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est cette capacité à être authentique, sincère, à laisser nos émotions fissurer la surface du discours, à dire je ne sais pas, à créer non pas pour plaire, mais pour être vrai. Et quand cette vérité résonne, quelque chose s'aligne. Nos pensées, nos émotions, nos gestes se mettent à vibrer à la même fréquence. C'est ce moment où l'on sent que l'on crée depuis le bon endroit. Celui où ce qu'on fait n'imite plus la vie, mais la prolonge. C'est d'ailleurs pour ça que la productivité du créateur ne peut être mesurée en heures ou en livrables. Elle dépend de son degré de présence, de sa capacité à s'immerger dans ce qu'il fait au point d'en devenir le canal. Quand on crée vraiment, on ne fait plus. On laisse faire. Quelque chose passe à travers nous, et c'est précisément ce passage qui rend la création vivante. La machine, elle vibre pas, Elle reproduit des formes de vie, mais sans souffle, sans battement et sans centre. Nous avons cette faille sacrée, celle qui nous rend sensibles, vulnérables, humains. Et c'est peut-être là, dans cette vibration, juste entre le cœur, l'esprit et l'action, que naît toute œuvre réellement consciente. Alors non, la productivité humaine ne peut pas se résumer à une équation d'efficacité. Parce que le propre d'un créateur, c'est justement d'incarner ce que la machine ne pourra jamais simuler. Une œuvre ne se mesure pas à son rendement, mais à son degré d'incarnation. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de justesse. Et c'est là qu'intervient Alexandre Astier, parce qu'au fond, son rapport à la création incarne exactement cette vérité. Il y a un truc qui m'avait effrayé, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps à propos de Sonic, le film. Tu sais, il y a eu une espèce de levée de bouclier d'une fanbase de Sonic par rapport à une image qui avait été envoyée par le réalisateur, je crois, du truc qui avait déçu. Bon. Un des films où... Alors, le réalisateur n'est pas l'inventeur de Sonic, c'est pas le papa de Sonic, donc bon. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a terrorisé, c'est que le type a dit pardon et il a refait. Je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut te laisser gueuler dessus en tenant le coup. Gros, tu peux pas faire ça, c'est trop dangereux. Alors peut-être que là, comme c'est vraiment l'exercice d'une commande, machin, il aimait peut-être bien Sonic, mais c'est pas son truc. Il y a peut-être des enjeux derrière aussi, industriels. Absolument, mais là, je pense que en ce qui concerne Kaamelott, j'ai l'impression que ce que je dois aux gens, c'est d'être sincère et authentique. Et pour être sincère et authentique, il faut que j'écrive et que je fabrique les choses au moment où je les fais. Et je n'ai plus l'âge que j'avais quand j'ai fait le premier, ni quand j'ai fait la première série il y a 20 ans. Je suis qui je suis aujourd'hui, il faut que je fasse un truc en accord avec moi maintenant. Ce passage, il est fondamental pour moi. Il dit tout. Parce que créer, c'est pas répondre à la demande, c'est répondre à l'appel. Ce n'est pas suivre les algorithmes de la tendance, mais c'est plutôt suivre les mouvements intérieurs qui te traversent. La productivité du créateur, c'est la fidélité à cet appel. Ce courage d'aller là où personne ne t'attend. Parce que c'est justement là que tu cesses de reproduire et que tu commences à proposer autre chose. Et si cette fidélité intérieure était justement la seule piste qui mène à l'authentique motivation ? Parce qu'on ne crée pas toujours pour les mêmes raisons. Parfois, on agit pour être connu, validé, récompensé. D'autres fois, on agit parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que quelque chose en nous réclame d'exister. Si rester fidèle à soi-même est la clé, encore faut-il comprendre ce qui nourrit cette fidélité au quotidien. Si la productivité du créateur dépend de sa présence, alors la question suivante devient inévitable. Qu'est-ce qui fait que certains créateurs restent inspirés pendant des années pendant que d'autres s'épuisent ou s'éteignent ? La réponse, elle tient souvent en un mot, c'est la motivation. Mais là encore, le mot a été vidé de son sens. On parle de motivation comme d'un carburant tellement rare et aléatoire qu'il ne faudrait jamais compter dessus. La grande tendance du moment, c'est de la remplacer intégralement par la discipline. Une discipline froide et aride qui nous fait revenir finalement à la machine, quoi. Car ça, c'est mal comprendre la motivation. Ou devrais-je dire les motivations. Car en réalité, il existe deux types de motivation. Deux moteurs à propulsion intérieure très différents qui ne conduisent pas au même endroit. Le premier moteur, c'est la motivation extrinsèque. Celle qui te pousse à agir pour obtenir quelque chose. Une récompense, une validation, un résultat visible. Et le second,
c'est la motivation intrinsèque. Celle qui te pousse à agir parce que ça t'anime, parce que l'action a du sens en elle-même, sans promesse de gain extérieur. Quand tu es dans la motivation extrinsèque, tu avances avec la tête. Quand tu es dans la motivation intrinsèque, tu avances avec le cœur. Et c'est ce basculement qui change tout. Cette différence n'est pas une simple théorie. Elle a été démontrée à grande échelle par une méta-analyse monumentale menée par Serrazoli, Nicklin et Ford. Elle a été publiée en 2014 dans le Psychological Bulletin de l'American Psychological Association. Ils ont analysé 183 études portant sur 212 000 personnes, ce sur plus de 40 ans de recherche. Leur conclusion, elle est limpide. La motivation intrinsèque prédit la qualité, la créativité et la complexité du travail, tandis que la motivation extrinsèque, elle influence surtout la quantité. Et ils ont découvert un effet très intéressant. Plus les récompenses seront directement liées à la performance, plus elles affaiblissent la motivation intrinsèque. En revanche, quand les récompenses sont indirectes, par exemple la reconnaissance ou la liberté donnée, elles la laissent s'exprimer pleinement. Autrement dit, dès que l'on conditionne la créativité à une carotte extérieure, on en détruit le souffle intérieur. Prenons un exemple simple. Le sport. Si vous pratiquez ou avez pratiqué le sport, quelles sont les périodes où vous avez eu le plus de motivation ? Celles pour gagner une compète, l'admiration des autres ou changer votre apparence ? Ou bien celles où vous pratiquiez sans aucun attachement vis-à-vis de la performance parce que ça vous donnait un sens d'accomplissement, un but, plus d'autonomie et de la joie liée au plaisir de participer et de croître ? Dans le premier cas, tu es motivé par l'extérieur, les attentes, la reconnaissance ou les chiffres. Dans le second cas, tu es animé de l'intérieur. C'est un engagement, un alignement entre ce que tu fais et ce que tu es. Et ce qui est fascinant, c'est que la performance arrive malgré tout à force de répétition. Mais elle cesse d'être une obsession. Elle n'est plus un sujet de préoccupation. Prenons les métiers les plus ordinaires. Les personnes animées de l'intérieur finissent toujours par se démarquer. Elles dégagent une énergie différente, une sincérité qu'on ressent immédiatement. C'est cette différence de moteur qui explique pourquoi certains créateurs peuvent travailler des années sans s'épuiser pendant que d'autres s'effondrent après quelques mois, même en ayant connu le succès. Et attention au piège qui consiste à relativiser, en pensant que ça concerne que les gens qui galèrent. Rappelez-vous de la fameuse déclaration de Jim Carrey qu'il avait prononcée après une grosse dépression. Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre, réaliser tous ses rêves, afin de comprendre que ce n'est pas la réponse. La motivation extrinsèque, c'est comme un carburant rapide. Ça donne un coup de boost, mais ça finit toujours par s'épuiser. La motivation intrinsèque, elle est plus lente, mais infiniment plus stable. Elle s'auto-entretient parce qu'elle tire sa force du sens, pas du résultat. Et paradoxalement, les plus grands créateurs sont souvent ceux qui ont su protéger cette flamme intérieure des tentations extérieures. Ils ont appris à écouter ce qui les anime vraiment, plutôt qu'à suivre ce qui rapporte ou ce qui plaît. Parce qu'ils savent que la motivation extrinsèque peut rendre productif, mais sur le court terme, et qu'elle va vous cramer, et qu'en plus elle épuise votre génie créatif, car elle va générer un grand vide à l'intérieur. On pourrait presque dire que ces deux formes de motivation reflètent deux manières d'être au monde. L'une tournée vers le faire et la performance, l'autre tournée vers l'être et la présence. Et pourtant, ces deux moteurs ne s'excluent pas, ils coexistent. Parfois c'est un mélange des deux qui pousse à agir, mais c'est l'équilibre entre les deux qui va décider du destin de l'œuvre. Trop d'extrinsèque et tu te perds dans l'attente du résultat, trop d'intrinsèque et tu risques de perdre le contact avec la réalité du monde. Ce qui compte, c'est de savoir d'où tu pars. Est-ce que tu crées pour combler un vide ou pour laisser déborder un plein ? Et c'est justement là que les choses deviennent passionnantes. Parce que la motivation n'est pas seulement une question de psychologie. Elle a des racines beaucoup plus profondes qui touchent à notre rapport au monde, à nos besoins fondamentaux et même à notre manière d'exister. Jusqu'ici, nous avons vu que l'origine de nos actions repose sur deux grands moteurs, la motivation extrinsèque, donc agir pour obtenir, et la motivation intrinsèque, agir parce qu'on est animé de l'intérieur. Mais ces deux formes ne tombent pas du ciel, Elles s'enracinent dans quelque chose de plus profond, notre manière d'exister, notre rapport au monde et les besoins fondamentaux qui gouvernent chacun de nos centres, c'est-à-dire instinctif, émotionnel et mental. Chaque être humain agit en fonction de ces trois dimensions. L'une domine, une autre soutient et la troisième est souvent réprimée. Et selon la façon dont ces trois centres interagissent, notre motivation prend une forme très différente. Ce que la plupart appellent productivité, Astier l'incarne comme une offrande, une forme d'intégration, une vision juste. Il ne crée pas pour être reconnu, mais parce que la création elle-même est un acte d'alignement. C'est un moyen de se réaliser, pas de se prouver. Quand la motivation vient du centre instinctif, l'action est dirigée vers la survie, la stabilité, les ressources tangibles. Dans sa version extrinsèque, cela se traduit par la recherche de gains matériels, argent, bonus, sécurité.
Mais dans sa version intrinsèque, ce centre devient la source d'une énergie d'apport, le plaisir de donner, de construire, d'offrir quelque chose de concret au monde. Par exemple, un artisan peut restaurer des meubles anciens. Extrinsèquement, il cherche à gagner sa vie. Mais intrinsèquement, il restaure pour redonner vie à des objets chargés d'histoire, pour prolonger une beauté qu'il juge digne d'exister. Quand la motivation vient du centre émotionnel, elle tourne autour du lien, de l'image, du sentiment d'existence à travers le regard d'autrui. Extrinsèquement, c'est la quête de validation, être aimé, reconnu, admiré. Mais intrinsèquement, c'est la recherche d'une identité intégrative, agir pour exprimer pleinement qui on est, sans masque, sans tricherie. On peut penser par exemple à une infirmière. Extrinsèquement, elle recherche la reconnaissance de sa valeur morale et le fait qu'elle soit indispensable pour les autres. Intrinsèquement, elle soigne parce que soulager la souffrance l'accomplit profondément, parce que cela exprime ce qu'elle veut offrir au monde. Et enfin, quand la motivation vient du centre mental, elle s'ancre dans la compréhension, la prévoyance et la maîtrise. Extrinsèquement, c'est la recherche de sécurité, de contrôle, de garantie. Mais dans sa forme intrinsèque, elle devient une vision, un appel, agir pour quelque chose de plus grand que soi, pour une idée, un idéal, un horizon. C'est la motivation des bâtisseurs et des penseurs, ceux qui cherchent à donner du sens. Prenons un exemple concret. Un professeur peut enseigner pour la sécurité de l'emploi, donc c'est l'extrinsèque, ou parce qu'il veut éveiller des esprits et transmettre une vision, donc l'intrinsèque. Ce qui distingue ces trois niveaux, c'est pas la nature de l'action, mais la qualité de l'intention qu'il apporte. On peut faire la même chose, enseigner, diriger, peindre, coder, mais selon le centre et l'intention, l'énergie est totalement différente. Un acte né de la peur de manquer ne résonne pas comme un acte né de la joie d'offrir. Un projet mené pour prouver sa valeur ne rayonne pas comme un projet né d'une conviction intérieure. Et c'est pour ça qu'on peut sentir presque instinctivement quand quelqu'un agit pour plaire ou quand il agit pour incarner. Chez Astier, cette intégration est palpable. Son œuvre n'est pas une stratégie, c'est une nécessité. Chaque épisode, chaque note, chaque mot semble venir d'un endroit profondément aligné. Et c'est ce qui le rend à la fois prolifique et unique. Il agit non pas depuis un manque, mais depuis un plein. Ce plein, c'est la motivation intrinsèque arrivée à maturité, quand le besoin d'exister se transforme en besoin de transmettre. Et si finalement le secret de la motivation durable n'était pas de trouver la bonne méthode, mais de remonter à sa racine, de comprendre d'où part notre élan, dans quel centre il puise son énergie et comment on peut le réaligner pour que chaque action, même la plus simple, retrouve du sens. Parce que c'est là que tout change. Quand travailler, créer ou même vivre ne devient plus un effort, mais une expression naturelle de soi. Mais on va pas se mentir, il y a un problème auquel on fait tous face. C'est qu'on a besoin de bouffer, de se loger, de survivre. Et immanquablement, on sera amené à tourner notre attention vers les ressources extérieures qui nous manquent. Alors que se passe-t-il quand les motivations s'entrechoquent ? Quand la peur de manquer ou le besoin de plaire commence à prendre le dessus ? Et comment retrouver le chemin de la fluidité, celui où l'action se remet à couler d'elle-même ? La peur de déplaire, c'est peut-être le plus grand frein à la créativité. Elle se cache derrière notre perfectionnisme, nos relectures infinies, nos projets qu'on ne finit jamais, parce que c'est pas encore assez bien. En réalité, ce n'est pas tant la recherche d'excellence qui nous bloque que la peur viscérale d'être critiqué, rejeté ou incompris. Car dans notre cerveau, la critique, elle est souvent interprétée comme une menace. C'est une trace de vieux réflexes reptiliens, dans les sociétés tribales. Être rejeté du groupe signifiait souvent la mort. Et aujourd'hui encore, cette peur se réactive dès qu'on expose une part de nous au regard des autres. C'est là que naît le perfectionnisme, un mécanisme de défense élégant. Il donne l'impression de viser la qualité alors qu'il vise surtout la protection. On veut tellement éviter la blessure du rejet qu'on finit par polir nos idées jusqu'à éviter le moindre risque. Mais à force de chercher à ne plus déplaire, on finit par ne plus émouvoir. Alors oui, créer c'est toujours un dialogue entre soi et le monde, Et il n'y a rien de mal à être conscient du public. C'est même sain. L'art, le travail, la parole existent pour être partagés. Mais plus ton regard se tourne vers l'extérieur, plus ton élan intérieur s'affaiblit. Petit à petit, tu n'agis plus depuis toi, mais pour les autres. Ce glissement, il est imperceptible, il commence généralement par une simple pensée. Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que c'est ce qu'on attend de moi ? Et sans t'en rendre compte, ton acte créatif, ta parole ou ton travail, il commence à se déformer. Tu cherches à correspondre plutôt qu'à exprimer. À court terme, cette adaptation peut sembler payante. Tu récoltes des likes, des compliments, des ventes ou des applaudissements. Mais à long terme, elle l'épuise. Parce que tu n'es plus en train de créer, tu es en train de performer. Et c'est le point où la motivation extrinsèque commence à coloniser l'espace de la motivation intrinsèque. Là où tu étais traversé par une impulsion sincère, tu commences à la filtrer pour qu'elle reste acceptable
aimable, voire rentable. Et c'est précisément là que naît le blocage créatif, quand la peur de décevoir remplace la joie de créer. Prenons des exemples concrets, par exemple un musicien qui composait librement et qui se met à penser au marché, au style qui marche sur Spotify en ce moment, tu vois. Un photographe qui aimait capturer la beauté du quotidien, qui commence à s'inquiéter de ce qui fera le plus de likes. Un salarié qui aime sincèrement son job, mais qui perd peu à peu son enthousiasme parce qu'il agit désormais pour faire bien aux yeux de la hiérarchie. Et ce glissement, il est vachement vicieux. Parce que déjà, il se voit pas à l'extérieur, mais qu'en plus, on a rarement le discernement pour le percevoir à l'intérieur. Et c'est là, je trouve, qu'apparaît un paradoxe qui est vraiment fascinant. Plus on se détache du regard et des attentes des autres, et plus le public finit par nous valider. Pourquoi ? Parce que l'indépendance émotionnelle attire naturellement le respect. Être capable de créer sans chercher l'approbation, c'est une forme de maturité rare qui inspire confiance et admiration. Et c'est précisément ce qu'incarne Alexandre Astier quand il répond à cette question. Et c'est quelque chose que tu as appris à gérer de ton côté, le fait de se détacher du regard des autres sur ta création? Tu l'avais dès le début? Comment ça s'est... Je crois que c'est inévitable parce que j'aime bien la progression des gens. Les gens, le public, des fois, fantasme encore une fois les génies. Ils veulent que les gens sachent tout faire, tout le temps. Ils prennent toujours Mozart comme exemple de génie. Mozart est un mec qui a composé son premier opéra à 5 ans. On s'en fout de l'opéra qu'il a composé à 5 ans. C'est facile de composer un opéra C'est facile. Si, en fait, quand tu parles ce langage-là chez toi depuis toujours et que c'est si évident que ça, c'est pas un des opéras les plus intéressants du monde. C'est juste qu'il a été capable, par gymnastique, quasiment par mimétisme, de faire quelque chose. Et c'est déjà formidable. Et il avait une oreille absolument dingue. Mais pour autant, c'est pas le plus intéressant de Mozart. Et Dieu sait que Mozart, il a fait des trucs, c'est pas tout si génial. Mais tant qu'on saura pas regarder les gens en aimant leurs imperfections, on sera toujours à l'affût de dire « Ah ouais, lui, il sait d'un coup tout faire ». Non, j'aime bien quand les gens se plantent. J'aime bien quand les gens ont fait 2 trucs qui me plaisaient et puis un truc qui me plaît pas, parce que ça prouve que déjà, ils ne cherchent pas à me draguer avec la même chose, qui me fait confiance pour aborder un truc qu'il n'a pas fait avant. J'aime bien quand on me fait confiance dans une salle. J'aime bien quand on dit « Et c'est pas comme d'hab, mais venez me dire ». C'est ce que je fais. Je fais ça, moi. Je dis, c'est pas comme d'hab. Si vous cherchez vraiment le truc pile poil comme il était avant, c'est pas tout à fait comme ça. Mais venez quand même, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé. Et puis il y a peut-être des trucs, ça va peut-être vous plaire, quoi. Je préfère ça. Il y a un autre passage d'Alexandre Astier où sa voix se brise presque. On sent qu'il parle d'une douleur qu'il connaît intimement. Ça m'a poussé à des envies de mort, des fois, de créer. Vraiment. Et je ne sais pas pourquoi. C'est une souffrance. Si vous faites les choses sérieusement, si vous faites n'importe quoi, ok. Mais putain, ça coûte. Et le corps veut pas. Il veut pas. Donc, il faut être gentil. Et quand un corps veut pas, il faut dire, je comprends. Regardons un bout de truc à la télé. Mangeons un morceau. On verra ça plus tard. Alors, des fois, on prend un peu de retard, mais ça vaut le coup. Pardon. Cette lutte invisible que tout créateur finit par affronter, la résistance. C'est ce combat entre ce qu'on veut faire et ce qu'on croit devoir faire, entre la sincérité de l'élan et la peur de décevoir. Et cette tension, on la ressent tous. C'est quand la trouille s'empare du corps et remet en question notre identité profonde. On a vu que la recherche du résultat, l'obsession de faire bien, plaire ou réussir, nous détourne peu à peu de notre authenticité. Quand on agit pour correspondre à une attente, on perd le contact avec ce qui est vivant en nous. Et quand on n'est plus aligné, le doute s'installe. On ne sait plus si ce qu'on fait a du sens ou si c'est vraiment nous. Ce manque d'authenticité est la première des fissures. Et c'est par cette fissure que s'infiltre la peur, la comparaison et le jugement intérieur. Du coup, la peur du rejet, elle prend le relais et elle se manifeste sous forme de procrastination, de paralysie ou de perfectionnisme. Ce sont des stratégies d'évitement élégantes, mais qui ne trompent pas le corps. Car à ce niveau-là, la résistance, elle devient viscérale. C'est une tension qui s'imprime dans le ventre, la gorge, la poitrine. À chaque fois qu'on trahit ce qui veut s'exprimer, le corps le ressent comme une micro-violence. Et plus l'enjeu émotionnel est fort, plus cette friction devient intense. C'est ce qu'on perçoit parfois chez Astier. Derrière sa maîtrise et son exigence, il y a une émotion à vif, une conscience du prix à payer. Mais plus il avance, plus on sent que cette tension s'apaise. Parce qu'il a appris à traverser ces cycles, encore et encore. Et chaque passage a renforcé son intégration, sa sérénité et sa liberté. Alors pour vaincre cette résistance, il n'y a pas 36 solutions, mais déjà il faut comprendre un truc, c'est qu'elle ne se combat pas, elle se dissout.
Pour ce faire, il n'y a que 3 leviers profonds. Le premier, c'est l'authenticité ou la sincérité, c'est-à-dire revenir à la source, à ce qui est vrai pour toi, même si c'est imparfait. Le second, c'est le lâcher-prise, c'est-à-dire accepter que tu ne contrôles ni le résultat, ni le regard des autres. Et le troisième levier, c'est le désintéressement, c'est-à-dire créer, agir et contribuer non pour recevoir, mais pour exprimer et pour offrir. Quand ces 3 qualités s'installent, la résistance perd sa force. Ce qui te bloquait devient un mouvement intérieur, une respiration naturelle entre effort et abandon. Et pour ceux qui aimeraient savoir où est-ce qu'ils en sont et comment se passe l'évolution en fait vers cet état de grâce, il faut comprendre que c'est une évolution en cycle. Elle passe par 4 points fondamentaux. Le premier point, c'est l'ignorance, c'est-à-dire que tu es dans le confort de tes certitudes mais tu ne le sais pas encore. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le deuxième point, c'est l'exploration. Tu te questionnes, tu expérimentes, tu échoues et tu découvres les contours de ta peur. Le troisième point, c'est la compréhension. Tu cherches à identifier, à comprendre mentalement la résistance et à la combattre. Tu en fais presque un ennemi parce qu'elle t'empêche de produire. Mais c'est là l'erreur parce que tu t'épuises. La plupart des gens, malheureusement, ils vont rester bloqués à ce stade et ils auront du mal à atteindre le stade ultime qui est celui de l'intégration. Dans ce stade-là, tu n'as plus besoin de lutter. Tu agis naturellement parce que l'élan et la conscience sont enfin réunis. Quand tu atteins cette phase d'intégration, la productivité n'est plus une discipline, c'est un flux, une conséquence naturelle d'un état intérieur cohérent. Tu ne travailles plus pour produire, tu crées parce que tu ne peux pas faire autrement. Et ce que tu fais à partir de cet espace n'est plus seulement bon, c'est vivant. Et voyez, finalement, on a commencé avec la productivité et on termine avec quelque chose de bien plus grand, une forme de transcendance. Parce qu'en réalité, créer, c'est une manière d'habiter le monde. C'est pas un geste de performance, mais c'est un geste d'existence. Et c'est sans doute la plus belle leçon. Tant que tu cherches à prouver, tu t'épuises, mais quand tu cherches à exprimer, tu t'élèves. Créer, c'est pas remplir un vide, c'est laisser la vie circuler à travers soi. Et c'est dans ce flux qu'il n'y a plus ni résistance, ni effort. Il n'y a que toi présent au bon endroit, en train de faire ce que tu es venu faire. Vous avez aimé cette vidéo ? Eh bien, vous avez la possibilité de le manifester concrètement par un like ou un partage. Et moi, dans tous les cas, je reviendrai avec une prochaine vidéo qui vous sera notifiée si vous êtes abonné. En attendant, soyez conscients.